comme tous les bons fans de science-fiction, 2022 pour moi, c'était pas les drones et le métaverse. C'était l'exploration interplanétaire, voire intergalactique. J'ai tapé planète extraterrestre sur Internet, et après avoir fait bon usage de mon esprit critique, je me suis rendu compte qu'on était en fait à un des moments les plus passionnants de l'histoire des sciences. Les astronomes étaient en train de découvrir des planètes à la pelle, des exoplanètes. Des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles, quelque part dans la galaxie. Alors bien sûr, l'existence de ces planètes orbitant autour d'autres étoiles était théoriquement connue depuis très longtemps. Mais jusque dans le milieu des années 90, le fait d'en détecter réellement une restait de la science-fiction. C'est précisément en 1995 qu'on a découvert la première exoplanète, du nom poétique de 51 Pégasi b. Depuis, on en a découvert 5000 en 25 ans. Ça fait en moyenne une tous les 2 jours. J'étais en transe. Même si bon, j'ai vite compris plusieurs choses. Déjà, j'allais jamais voir de mon vivant une belle image d'exoplanète, genre celle qu'on a ramenée de Pluton il y a pas très longtemps. Et mes enfants non plus. Et leurs enfants non plus. Et puis pour ce qui est d'y aller, alors là... Mais plus question de déprimer. Alors, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé un astronome directement, spécialiste des exoplanètes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Observatoire de Paris, sur le site de Meudon, pour discuter avec des chercheurs qui travaillent au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Des scientifiques qui conçoivent des instruments dont Kepler et Newton n'auraient même pas pu rêver. Je voulais savoir quelles découvertes ils allaient faire, eux, pour pouvoir nous faire rêver, nous. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps, alors... Déjà, y a des planètes autour de toutes les étoiles, en fait? À peu près, oui. Et du coup, à chaque fois que vous regardez une étoile, maintenant, vous voyez les planètes autour? Non. Avec toutes les techniques que vous avez, vous devez réussir à voir quasiment toutes les planètes. En réalité, on utilise plusieurs techniques, mais une planète, c'est relativement éloigné de nous, c'est très faible, et ça se situe à côté d'un objet très brillant qui est l'étoile. Donc c'est difficile, même avec des instruments très puissants. Oui, c'est un peu comme essayer de regarder une luciole à côté d'un lampadaire qui se trouvera à 2 bornes, quoi. Ouais, alors on dirait plutôt voir une luciole à côté d'un phare en Bretagne depuis Moscou. Ah oui. Et encore, faut pas qu'il y ait du brouillard. Ah, c'est pour ça que vous mettez les télescopes dans le désert, ou en montagne, ou au milieu du Pacifique? Oui, ou alors on peut aussi les relier entre eux avec plusieurs télescopes, ou on peut envoyer le télescope dans l'espace. Depuis les années 70, des dizaines de télescopes ont été envoyés dans l'orbite terrestre pour observer l'univers sous toutes les coutures, sous toutes les longueurs d'onde. Le plus connu, très certainement jusqu'à maintenant, s'appelle Hubble et fait la taille d'un bus. Avec tous ces télescopes en orbite, je me disais qu'on avait dû mettre la main sur pas mal de planètes qui ressemblaient potentiellement à la Terre. Mais alors du coup, s'il y avait une jumelle de la Terre à l'autre bout de la galaxie, on pourrait la voir ou pas? En fait, les exoplanètes qu'on connaît, elles se trouvent dans un rayon de 400 années-lumière autour de la Terre, alors que la Voie lactée mesure 100 000 années-lumière. Et puis une planète comme la Terre, c'est pas gros. Ah, et c'est la luciole. Ouais, alors dans l'exemple de la luciole, on pensait même plutôt à une planète comme Jupiter, voire plus gros. Et puis, si on veut avoir des informations sur l'atmosphère d'une planète, il faut pouvoir capter la lumière qu'elle nous émet ou qu'elle réfléchit de l'étoile. Ah, pas juste détecter sa présence, mais la voir, quoi. Oui. Et ça, c'est mort. Non, c'est pas mort, c'est justement sur ça qu'on travaille. Anthony m'a emmené voir son collègue Johan. Trop sympa. Donc ça a été inventé à l'Observatoire de Paris il y a 100 ans pour observer le Soleil. Et là maintenant, on l'a détourné pour s'en servir, pour cacher les étoiles très brillantes et observer les planètes qui sont très peu brillantes juste à côté. Dans les années 30, Bernard Liot invente le coronographe, que vous voyez juste derrière moi. Et il va le mettre dans un endroit absolument incroyable, tout en haut du pic du Midi, dans le but d'observer la couronne solaire. On a du mal à se représenter la prouesse technologique que c'était à l'époque. Aujourd'hui, Johan joue à peu près au même jeu de cache-cache avec les photons, mais plus au niveau du système solaire, mais au niveau de la galaxie. Et donc, ce que tu vois, c'est que pour le moment, on voit une image comme si on avait l'étoile, comme si on observait une étoile à travers un télescope. Et là, je vais mettre le masque devant l'étoile. D'un coup, ça fait disparaître la luminosité de l'étoile. Et là, on voit apparaître la planète juste à côté. Alors ça, c'est le prototype de démo. Le vrai instrument, il est dans une salle blanche. Vous savez ce que c'est ? Une salle blanche, c'est un endroit dans lequel on essaie de contrôler la température, la pression, d'enlever les vibrations et surtout toutes les petites particules en suspension pour faire des expériences ultra précises. Et on évite évidemment l'introduction de corps étrangers, de type moi. Du coup, j'étais trop content d'y aller.
S'il vous plaît, essayez de respirer normalement, sinon vous allez tomber dans les pommes. Oui, pardon. Vous allez pas me dire qu'avec un truc comme ça, vous cherchez pas des extraterrestres? Ah, j'ai pas dit ça. Quoi? Vous cherchez des extraterrestres? J'ai pas dit ça. Ok, mais alors qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est un instrument coronographique ici. Sauf qu'ici, on n'a pas une vraie étoile qu'on observe. Donc pour la remplacer, on va prendre un laser très puissant qu'on va fixer sur un détecteur. Et avec l'instrument coronographique, on va supprimer le laser de manière à ce qu'à la fin, il n'y ait plus de lumière du laser qui arrive sur la caméra. Et il y a quoi à l'intérieur de ce truc? Il y a un coronographe. Vous voulez que je vous montre? Ouais, carrément. Donc ici, sur le banc, on simule donc tout un instrument coronographique. Il y a pas mal de pièces très précises, et en particulier des miroirs déformables. Sur 1 cm², plusieurs centaines d'actionneurs bougent très rapidement, très précisément, pour pouvoir corriger la lumière qui arrive. Vous vous rendez compte des miroirs d'1 cm², déformés par des centaines d'actionneurs, dans l'espoir d'éliminer la lumière qui vient d'étoiles qui, elles, font plusieurs millions de kilomètres de diamètre? C'est quand même incroyable. Donc ça, c'est le genre d'image qu'on obtient sur le banc. Ici, au centre, c'était là où il y avait l'étoile qui a été totalement supprimée. Là, c'est des taches de lumière qui sont créées par toute la lumière résiduelle qui reste de l'étoile. Et ça, c'est la zone qu'on arrive à corriger, où on peut potentiellement trouver des planètes. Et tu vois, du coup, qu'on pourrait réussir à la tourner pour chercher autour. Donc là, on pourrait voir apparaître Tatooine ou Pandora, quoi. Alors, les petites planètes comme la Terre ou les satellites, ça, pour le moment, on a encore un peu de temps. Là, ce qu'on va surtout voir, c'est des grosses planètes de type Jupiter, ou alors des disques de débris. Alors, en parlant de ça, j'ai des petites photos de disques circumstellaires sur mon ordi. Vous m'en dire des nouvelles. Ah, bah c'est pas d'infus. En fait, un instrument conçu ici au LESIA vient déjà de partir dans l'espace avec le James Webb Telescope, le télescope spatial le plus puissant de l'histoire. Mais il va surtout permettre de faire de l'observation directe et donner aux astronomes plein d'informations sur les atmosphères de ces autres mondes. Et peut-être découvrir une seconde Terre, une autre planète habitable. Et puis Johan a commencé à m'expliquer que lui, c'était pas tellement ce qu'il animait. Mais alors même si on détermine que la vie est possible dans l'univers, si on peut jamais y aller, à quoi ça sert? Mais juste pour comprendre, pour savoir, c'est comme la tectonique des plaques, ou la théorie de l'évolution, ou la relativité générale. Au début, quand on l'invente, c'est juste de savoir qui nous intéresse. Et puis, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça peut nous amener, non seulement en termes de nouvelles innovations techniques, mais même en plus pour savoir, en fait, pour la révolution philosophique que ça amènerait, autant si on sait qu'on est seul dans l'univers, ou si on sait qu'il y a une autre planète avec de la vie dans l'univers. Et même en attendant, moi, ce qui me fait rêver, au jour le jour, c'est ça. C'est la formation des planètes, c'est un autre monde qui... Et en l'écoutant parler avec autant de passion de disques de débris situés à des millions de kilomètres de nous, j'ai compris qu'aucun astronome n'avait jamais été motivé par l'idée de nous faire changer de monde. Eux, leur but, c'est de changer le monde, de changer notre manière de le voir, notre manière de le comprendre. Imaginez, on estime à 20 milliards le nombre de planètes rien que dans notre galaxie. Les observations qui vont être faites dans les décennies à venir vont peut-être nous permettre de remettre en cause nos paradigmes. De Galilée à Newton, de Newton à Einstein et après. Et comme disait Johan, à quoi serviront les technologies, les maths, les idées, les concepts qui auront été développés en chemin pour comprendre tout ça? Nous aussi, on a le droit de regarder le futur en rêvant. Et comme disait Pierre Dac, rien n'est jamais complètement perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver.